Si vous voulez finir premier, il faut d'abord finir tout court. Et oui, ce n'est pas forcément le plus rapide qui gagne, mais c'est souvent, le plus intelligent. Et si vous êtes nouveau et que vous pensez que les pilotes de F1 roulent à fond du début jusqu'à la fin comme on saura jamais le faire, vous allez être un petit peu déçu. Aujourd'hui, je vous explique le fameux terme lift and coast qui fait passer les pilotes pour des conducteurs du dimanche avec le coude sur la portière. Et pourtant, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Le lift and coast est un terme anglais qui décrit une technique de pilotage vieille comme le monde et surtout utilisée en endurance à la base car très efficace sur les longues courses. Lift, lever ou relever, coast, descendre en roue libre. Voilà, on parle pas de côte ou de littoral sympa, généralement on utilise le terme coast pour un cycliste qui descend en roue libre une colline. La technique consiste à lever le pied de l'accélérateur au bout d'une longue ligne droite avant la zone de freinage, puis laisser la voiture en roue libre avant de finalement freiner puis braquer pour prendre son virage. Techniquement parlant, la voiture n'est pas en roue libre puisqu'il y a un rapport de boîte de vitesse qui est engagé, il y a donc ce que l'on appelle du frein moteur. Mais à 300 km/h, c'est plus l'air que tu prends en pleine tronche qui va faire que tu vas freiner. Les pilotes ont même un bip sonore dans l'oreille qui leur dit à quel moment ils doivent lever le pied de l'accélérateur. C'était bien le cas en 2014, mais j'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais pas toujours si c'est le cas en 2021. En revanche, les pilotes entendent bien un bip sonore qui leur signifie de passer le rapport de vitesse supérieur et je suppose que là aussi, c'est à la convenance du pilote d'avoir ou non ces bips. Au moment où le pilote relâche l'accélérateur, le moteur ne consomme qu'extrêmement peu d'essence par rapport à la distance que la voiture parcourt. Et être en roue libre pendant 100 mètres ne coûte que quelques centièmes de seconde. Le gain d'essence est donc bien énorme en fait comparé à ce que l'on perd en termes de temps. Et sur l'intégralité d'une course, ça peut faire basculer pas mal de choses. Lorsque le pilote lève le pied de l'accélérateur et laisse la voiture rouler, cette dernière se fait freiner aérodynamiquement par l'air qu'elle rencontre. Le poids de la voiture va basculer donc vers l'avant et au moment de freiner, on aura moins à forcer sur les freins car le poids de la voiture est déjà transféré. Puisque l'on a déjà perdu de la vitesse pendant qu'on laissait la voiture rouler, on peut freiner un peu plus tard et réduire notre zone de freinage. On sollicite donc un peu moins les freins et donc les pneus. Il y a évidemment d'autres techniques d'économie, mais ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo un petit peu plus tranquillement. Bref, le rôle de cette technique de pilotage est d'économiser de l'essence. Et cette technique, présente en F1 depuis au moins les années 80, si c'est pas avant d'ailleurs, a été extrêmement utilisée par les pilotes et les équipes depuis 2014. Et oui, en 2014, on a eu l'introduction donc des moteurs hybrides et la réglementation impose de partir avec un maximum de 110 kg d'essence pour faire toute la course, donc soit environ 300 km. Et vu les accélérations et les vitesses que les voitures prennent, ça fait pas beaucoup d'essence. Oui, on mesure l'essence en kilos et pas en litres, parce que tout simplement en Formule 1, le plus grand ennemi, ce ne sont pas les adversaires, mais le poids. Mais 110 kg d'essence, c'est lourd. Et c'est beaucoup trop lourd. Le moteur déplace un poids et à puissance égale, on est plus rapide avec une voiture légère car le moteur déplace moins de poids, logique. Vous atteignez plus vite votre vitesse de pointe, vous avez moins de poids à stopper, donc vous freinez plus efficacement. Et vous pouvez prendre vos virages avec plus de vitesse puisque les pneus ont moins de contraintes et de charge qu'avec le plein. Donc oui, c'est plus rapide de partir avec une voiture légère et d'économiser un peu d'essence pendant la course que de partir avec le plein à ras-bord et attaquer à pleine balle toute la course. Les voitures partent donc généralement avec moins d'essence que ce qu'il faudrait et économisent donc pendant la course. Pour faire simple, en sport auto, vous avez 3 manières différentes de piloter. Vraiment, grosso modo, le rythme de qualification, où vous exploitez 100% des capacités de votre voiture et de votre talent accessoirement. Le rythme de course, ou de croisière, entre guillemets, là où on pilote normalement, donc plutôt vite, mais sans risquer de se sortir à chaque virage. Et enfin, le rythme d'économie, où vous faites attention de ne pas trop solliciter votre mécanique, les pneus, les freins, le moteur. Attention, ça ne veut pas dire que vous roulez au régulateur à 130, vous n'exploitez pas votre machine à sa limite, mais bien en dessous. D'ailleurs, rouler lentement, entre guillemets, peut aussi vous faire commettre des erreurs de manière similaire à quand vous attaquez à pleine balle. En fait, c'est une question de repère et la voiture est faite pour rouler vite. Pas lentement ou trop vite, mais vite. Donc, faut être un petit peu vigilant. Pour vous prendre un exemple plus concret, on va remonter en 2019 et le Grand Prix du Japon. Valtteri Bottas a remporté la course et a effectué la majeure partie de cette course sans trop devoir se battre sur la piste. Son meilleur temps en course a été réalisé justement en fin de course, quand la voiture n'avait plus beaucoup d'essence et était donc légère. Il a été chronométré en 1 minute 31 secondes et 8 dixièmes. Son temps de qualification donc de la veille était de 1 minute 27 secondes et 2 dixièmes, soit 4 secondes et demie plus rapide. Après avoir fait quelques calculs, le rythme moyen de Valtteri Bottas était de 1 minute 33 secondes et 5 dixièmes, avec des chronos proches des 35 secondes en début de course et des 32 secondes en fin de course.
Et oui, du coup, il faisait du lift and coast à quasiment tous les gros freinages du circuit pour économiser de l'essence. Je vous invite pour cela à regarder son onboard sur la F1 TV pendant la course, parce que si moi je le fais, cette vidéo elle est littéralement bloquée. Si la technique du lift and coast est parfaitement exécutée, elle peut être théoriquement aussi rapide qu'un rythme de course normal. Mais cela reste théorique car dans la plupart des cas, c'est un chouïa plus lent, on va pas se le cacher. C'est une technique ultra efficace qui convient à la réglementation moderne de la Formule 1 qui sera toujours là, peu importe la réglementation. Et on voit même encore plus facilement la différence de rythme entre la qualification et la course visuellement à la télé. Bon nombre de courses se gagnent par la stratégie et le rythme. Et c'est exactement comme au poker. Il faut optimiser chaque coup pour mettre votre adversaire en difficulté ou lui faire prendre de mauvaises décisions. En endurance et sur des courses de plusieurs heures, le lift and coast peut vous faire économiser un arrêt au stand en moins, ce qui peut équivaloir à 1 minute voire plus d'arrêt. Et c'est comme ça que vous pouvez gagner une course. En F1, cela passe par le fait de rouler moins fort à certains moments pour laisser penser à votre adversaire qu'il est plus rapide, avant de lui montrer tout votre potentiel et de le dépasser au jeu des arrêts au stand. Ou alors, ça peut passer par mettre la pression à son adversaire de devant, sans le dépasser, en le poussant à hausser son rythme pour qu'il ne puisse pas économiser son essence et ses pneus, ou pour le pousser à l'erreur tout simplement. Mais je reviendrai sur ces stratégies en piste que les pilotes utilisent justement pour tenter de gagner. On appelle ça généralement la gestion et l'intelligence de course. Vous allez voir, il y a quand même des petits trucs. Oh, j'ai pas appuyé sur le DRS. Oh, c'est terrible. La prochaine évolution de la Formule 1, la prochaine révolution de la Formule 1 devrait redonner de la possibilité aux pilotes de se suivre de près et de se dépasser, dont la conséquence pourrait empêcher plus souvent d'économiser sa voiture. Tant que l'on fera partir les pilotes avec le plein pour faire 300 km, les techniques de pilotage pour économiser seront nombreuses et très utilisées et se verront visuellement très facilement à la télé aussi. Remettre les ravitaillements en essence atténuerait peut-être ce phénomène, mais on le verrait toujours, car le vainqueur n'est pas le plus rapide, mais le plus intelligent.